Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Anne Lambert, vous avez dirigé, vous venez de publier un ouvrage qui est consacré à l'explosion des inégalités. J'ai envie presque d'ajouter que les inégalités ne sont pas nées avec le Covid. Voilà. Et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous avez déjà travaillé sur cette question précédemment à partir de travaux qui concernent les ménages, les classes populaires, les quartiers, l'éducation, puisque vous avez publié voilà, d'autres ouvrages sur l'éducation, et on en reparlera tout à l'heure. Et aussi, là, vous publiez quelque chose autour de ces inégalités de façon large, et vous allez nous en parler. Les inégalités ne commencent pas non plus pour la société avec la crise sanitaire. Dans l'introduction, enfin, ou la préface de votre livre, Dominique Méda écrit la chose suivante: la crise sanitaire a révélé et exacerbé les inégalités sociales, et l'on peut sans doute forger l'hypothèse que ces inégalités ont joué un rôle majeur dans la violence avec laquelle la crise a frappé de manière sélective certaines populations. Ce sont donc les résultats de vos analyses d'une société française inégalitaire et fragmentée que vous allez nous partager maintenant, afin de nous permettre de nous inscrire dans une vision globale, plus large que le domaine éducatif, mais explicatif aussi des inégalités qui interviennent dans le domaine éducatif. Avant de vous laisser la parole, je rappelle juste que on ne prendra pas de questions ni de la salle, ni des gens qui nous suivent en Zoom. Par contre, vous avez un numéro de téléphone qui s'inscrit sur l'écran. En SMS, envoyez-nous vos questions et nous les relayerons après l'intervention de Giovanni directement. À vous, merci beaucoup. Merci, je remercie l'UNSA et toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pour la préparation de cette communication. Ça me fait plaisir de venir présenter ici les travaux que j'ai pu mener avec Anne Lambert et avec mon équipe de recherche lors du premier confinement du printemps 2020, lesquels travaux effectivement mettent en évidence une aggravation des inégalités sociales, mais bien entendu pas le fait que les inégalités sociales sont nées avec la crise. On se situe bien dans une perspective de long terme, et c'est ce que je vais essayer de montrer ici, en comment des inégalités, en quelque sorte préexistantes, sous-jacentes, ont pu être révélées, voire dans certains cas accentuées avec la crise sanitaire. La présentation que je vais vous faire ici est tirée donc, de l'ouvrage paru en mars 2021, donc un an exactement après la fin, après le début du premier confinement et le début de cette crise Covid qui continue d'avoir un impact très fort sur nos vies. Et elle s'appuie sur une double enquête que les membres de mon équipe de recherche et moi-même avons décidé de mener dans ce temps exceptionnel qu'était le premier confinement du printemps 2020. Elle s'appuie d'abord sur une enquête quantitative que 6 collègues dont vous voyez les noms à l'écran, 5 collègues et moi-même avons construit très rapidement en mars-avril 2020 avec une passation par questionnaire fin avril, début mai, auprès d'un échantillon représentatif de la France métropolitaine. Et c'est en partie cette enquête quantitative qui va me permettre d'exposer dans cette présentation des éléments assez chiffrés de l'évolution des inégalités sociales dans ce temps de crise. Mais elle s'appuie aussi, et c'est un élément important, et même important en termes de volume dans l'ouvrage, si certains d'entre vous ont l'occasion de l'avoir sous les yeux, sur une enquête plus approfondie, plus qualitative, comme on dit parfois dans la recherche, sous forme de ce que Bernard Lahire appelle des portraits sociologiques. En fait, nous avons souhaité savoir comment est-ce que cette période exceptionnelle du premier confinement du printemps 2020 était vécue, non pas forcément chez des personnes qui nous ressemblent, mais chez une grande variété de ménages, de familles en France. Et pour cela, nous avons profité de toutes les forces et de toutes les connaissances des différents membres de l'équipe de recherche, en sollicitant également certaines personnes extérieures pour venir compléter ce paysage. Et en fait, nous avons recontacté des enquêtés qui étaient inclus dans des enquêtes très variées
que nous avons menées dans les années précédant la pandémie de Covid-19. Ce sont donc des revisites auprès d'enquêtés auprès desquels nous avions déjà enquêté en temps ordinaire et dont nous connaissions déjà très bien les conditions de vie avant la pandémie. Des entretiens complémentaires ont été donc menés avec ces personnes pour essayer de comprendre comment la crise venait ou pas déstabiliser leurs conditions de vie, leurs relations de couple, leur rapport éducatif à leurs enfants, leurs conditions de logement, etc. Ces entretiens font donc l'objet de portraits sociologiques, donc en fait d'analyses détaillées de chacun des cas. Dans l'ouvrage, il y a 21 portraits qui sont présentés auprès d'individus d'âge et de situations extrêmement variées, allant de 18 à 95 ans, dans des contextes socio-spatiaux très divers, dans des quartiers populaires, bourgeois, parisiens, ruraux, ségrégés, mixtes, etc., et de tous milieux sociaux, allant d'une agricultrice, étudiante, sage-femme, professeur, ouvrier horticole, travailleur immigré sans papier, mère au foyer, etc. Ce que ces deux enquêtes nous permettent de dire, et ce sera la structure générale de ma présentation aujourd'hui, c'est d'abord, et c'est important de le dire en introduction, que le premier confinement au printemps 2020 a constitué un événement marquant dans les trajectoires de vie et, il faut le dire, une crise pour tous. Rares sont ceux qui n'ont pas du tout été impactés par ce qui se passait à ce moment-là, et en cela, c'est un événement historique exceptionnel. En quelques éléments, pour rappeler à quel point cette crise a été d'un seul coup d'une violence et d'une force d'une ampleur rare, 30% des personnes qui étaient en emploi au 1er mars 2020 ne travaillent plus 2 mois plus tard, 31% des enquêtés déclarent une perte de revenus, ce qui est une proportion considérable, malgré, et il faut le dire, les mesures qui étaient mises en place pour préserver des chutes trop radicales de revenus. 13% des enquêtés ont changé de logement pendant ce premier confinement, ou alors de personnes avec lesquelles elles vivent. Les logements ne se vident plus en journée. C'est bien entendu un effet direct de l'application des mesures sanitaires, mais l'enquête nous a permis d'objectiver qu'en temps ordinaire, dans les logements, dans un logement sur 2, les logements se vident en journée. Eh bien là, c'était le cas plus que de 20% des logements, ce qui fait que les situations, bien entendu, de suroccupation ou même d'une occupation assez forte de l'espace deviennent plus difficiles à vivre. 24% des enquêtés craignent de rencontrer des difficultés à payer leur loyer, crédit immobilier et charges, et 7% redoutent même de perdre leur logement au cours de ce confinement. La proportion d'individus qui se déclarent isolés est aussi en très forte hausse à cette période. Elle atteint 38% contre 17% avant le confinement. Mais si le confinement a été une crise pour tous, nous n'avons pas été égaux face à ces bouleversements. Et l'analyse quantitative permet de distinguer la manière dont les différents groupes sociaux, les différents sexes, les différents groupes d'âge ont été impactés par cette crise. Et nous identifions ici 3 grands perdants de cette crise, qui sont les plus affectés par la dégradation de leurs conditions matérielles de vie ou alors qui ressentent des pénibilités beaucoup plus fortes. Ces perdants sont d'abord les jeunes, les 18-24 ans et encore plus, et les 25-44 ans sont particulièrement impactés. On voit ensuite que les employés et les ouvriers sont plus impactés que les catégories de cadres ou de professions intermédiaires. Et enfin, les femmes davantage que les hommes. Je structurerai donc ma présentation en revenant sur ces 3 groupes d'individus qui, bien entendu, peuvent également se recouper. On peut être à la fois femme, employée et jeune, ce qui donne une mesure aussi de la manière dont ces inégalités peuvent être, dans certains cas, cumulatives.
Alors d'abord, un premier temps sur les jeunes face à la pandémie de Covid-19. Il est vrai qu'au début de cette pandémie, les jeunes ne constituaient pas un problème public. Ils ne constituaient pas une problématique puisqu'ils étaient plus protégés que les autres classes d'âge, et ils le sont toujours d'ailleurs sur le plan sanitaire. L'impact de la pandémie était aussi amorti chez les plus jeunes par les solidarités familiales. Nombreux sont les jeunes, en fait on mesure que c'est le cas d'un jeune de 18-24 ans sur 3, qui sont allés rejoindre leurs parents ou alors des amis pour ne pas vivre le confinement dans des conditions matérielles trop difficiles. Donc les solidarités familiales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient résidentielles, ont permis d'amortir les effets premiers de la pandémie. Elles ont permis d'amortir ces effets chez les jeunes qui pouvaient bénéficier de ces solidarités privées familiales, ce qui n'est bien entendu pas le cas de tous les jeunes. Leurs difficultés sont donc invisibilisées lors du premier confinement, et pourtant nous avons souhaité montrer à quel point sur différents plans de la vie, les jeunes ont été fortement impactés par cette crise et le sont encore aujourd'hui. Avant tout, puisque les inégalités générationnelles étaient déjà en train de se creuser au moment où explose cette crise sanitaire. En effet, la génération qui entre sur le marché du travail au moment de l'arrivée de cette crise sanitaire était déjà particulièrement touchée, davantage que les générations précédentes, par la précarité, le chômage et les difficultés d'insertion professionnelle. C'est ce que nous montre l'étude du CEREC menée sur les enquêtes génération, qui sont des enquêtes de suivi des sortants du système éducatif, de suivi longitudinaux, puisque le CEREC suit les sortants du système éducatif une année donnée pendant 7 ans, et donc on peut savoir ce que deviennent sur le marché du travail différentes générations. Donc ici, je compare les générations sorties du système éducatif en 1998 et en 2010, 7 ans après leur sortie du système éducatif. Or, le CEREC a publié en janvier 2020, soit 2 mois avant le début de cette crise sanitaire, une étude qui montrait que la génération sortie du système éducatif en 2010, donc suivi jusqu'en 2017, connaissait davantage de difficultés d'insertion professionnelle que toutes les générations précédentes. D'abord, la proportion de celles et ceux dont la trajectoire est dominée par le chômage ou l'inactivité est passée de 11 à 17% en 12 ans. On voit aussi que l'étude du devenir des sortants et sortantes du système éducatif met en évidence de plus grandes difficultés à obtenir un CDI, de plus grandes difficultés à obtenir un poste de cadre et de plus faibles progressions salariales que les générations précédentes. Donc, au moment où la pandémie éclate, on est dans une situation où la génération des entrants sur le marché du travail, alors je ne parle pas des entrants forcément dans les derniers mois, qui bien entendu sont fortement impactés, mais de ceux qui sont en train d'entrer sur le marché du travail depuis même une dizaine d'années, sont d'ores et déjà particulièrement impactés par l'évolution du contexte socio-économique en France. Ce qui fait que lorsque la crise éclate, elle va davantage affecter les jeunes sur le marché du travail. Un jeune en emploi au 1er mars sur 2 ne travaille plus 2 mois plus tard. C'est ce que l'on voit sur ce graphe où vous avez ici le taux d'emploi avant le confinement des différentes classes d'âge et le taux d'emploi pendant le confinement au milieu. On voit qu'il est diminué par 2 chez les plus jeunes. Ce qui est à la fois un effet du type de contrat des jeunes qui ont plus de contrats précaires que les autres classes d'âge, et les contrats précaires ont été les premiers arrêtés et non renouvelés. Mais aussi, le taux d'emploi des jeunes était d'ores et déjà faible au moment où arrive cette pandémie, puisque une partie des jeunes étaient en recherche d'emploi
ou dans une situation temporaire au moment où la pandémie éclate. Ce qui fait que 41% des ménages des jeunes déclarent avoir perdu des revenus lors du premier confinement, alors même que leurs revenus étaient les plus faibles de toutes les tranches d'âge. Les revenus moyennes des 18-24 ans sont de 1 110 € par unité de consommation, ce qui est très proche du seuil de pauvreté. Revenu moyen avant la pandémie. Sur le plan du logement, les jeunes ont aussi été particulièrement impactés puisque s'ils bénéficient des gains de confort en logement des générations précédentes, ils intègrent un marché du logement particulièrement tendu. Et les jeunes éprouvent des difficultés à devenir propriétaires et à obtenir un logement social, ce qui fait qu'ils se retrouvent le plus souvent dans le statut d'occupation du logement le moins protecteur et associé à des surfaces plus serrées et à une contrainte budgétaire du logement plus forte, qui est le fait d'être locataire dans le secteur privé. Un jeune de 18-24 ans sur 3 quitte donc son logement pendant le premier confinement, le plus souvent pour rejoindre de la famille, mais c'est aussi le cas de la tranche d'âge juste au-dessus, les 25-29 ans. Et c'est une situation très rare dans les autres tranches d'âge. Seulement 3% des individus quittent leur logement au-delà de 30 ans. Sur le plan du logement, donc, les 18-24 ans vont vivre, malgré le fait que 1 sur 3 va changer de logement, le premier confinement dans un logement bien moins bien doté que les autres tranches d'âge. Ils disposent dans leur logement confinement de 14 mètres carrés de moins que les 30 ans et plus par personne, et ils ont également moins souvent accès à un espace extérieur, comme un balcon, une terrasse, une cour, un jardin collectif ou individuel. Et ils craignent davantage que les autres tranches d'âge de perdre leur logement ou d'avoir des difficultés à le payer. C'est 10% des jeunes qui déclarent pendant le premier confinement craindre de perdre leur logement. Et sur le plan de l'isolement, eh bien, les jeunes sont aussi particulièrement impactés par la crise, avant tout parce qu'ils vivent moins souvent en couple, le plus souvent chez leurs parents ou alors seuls. Et ils sont moins ancrés dans leur lieu de vie, connaissent moins leurs voisins, rendent moins de services dans leur voisinage, ce qui constitue des manières de rompre l'isolement en temps ordinaire, mais particulièrement encore plus dans ce temps de crise. Les jeunes sont donc plus isolés en temps ordinaire. On observe dans l'enquête que 24% des jeunes se déclaraient isolés avant la pandémie de Covid-19. Mais ce taux explose littéralement pendant le premier confinement, puisqu'ils sont 44%, donc près d'un jeune sur 2, à se déclarer isolé pendant cette période. Il faut cependant dire que la jeunesse a été très divisée dans sa manière de vivre la crise, et nous avons pu identifier 4 groupes de jeunes qui vivent la crise de manière particulièrement différenciée. Alors, ces groupes sont d'une part les chômeurs peu ou pas diplômés, qui constituent environ un quart de la catégorie des 18-29 ans et qui sont en fait ceux qui sont les plus impactés très fortement par la crise, à la fois en termes de pénibilité ressentie, du fait de se sentir isolé, de déclarer que différentes périodes de la journée sont particulièrement difficiles à vivre pour eux, mais aussi en termes de conditions matérielles de vie. Les étudiants qui, pendant le premier confinement, constitue une des catégories des jeunes, la catégorie en fait, parmi les 4 catégories de jeunes, la moins impactée en termes de conditions de vie et d'isolement, puisqu'ils ont été particulièrement protégés par rapport aux autres catégories de jeunes pendant cette période. Ce qui n'est pas le cas de l'année scolaire qui va suivre, puisque pendant l'année scolaire 2020-2021, ils vont connaître plus de difficultés que les jeunes qui sont sur le marché du travail. Les jeunes travailleurs précaires constituent un autre quart de la jeunesse impactée, là, cette fois-ci, par une perte beaucoup plus forte et beaucoup plus durable de leur emploi, alors que les autonomes, ceux qui étaient déjà en CDI, dans un logement indépendant, etc., sont impactés sur le moment, et vivent un fort sentiment d'isolement, mais sont protégés sur le plus long terme par leur contrat de travail.
Les portraits sociologiques mettent surtout en évidence le poids des solidarités privées qui ont permis à celles et ceux qui pouvaient se reposer sur la famille et prévenir les incertitudes financières, de vivre le confinement dans un sentiment de protection beaucoup moins massif, un sentiment de protection beaucoup plus important et un sentiment d'incertitude beaucoup plus rare que pour celles et ceux qui ne pouvaient pas s'appuyer sur de telles solidarités privées. Et dans l'ouvrage, on développe 4 portraits de jeunes, mais dont 2 qui sont particulièrement différenciés sur ce plan. Je pense notamment au portrait de Louise Longeville, qui est une étudiante sage-femme, qui par ses conditions de travail est particulièrement impactée par l'arrivée de la crise, mais qui en fait vit le confinement dans son logement avec son copain qu'elle fait venir, lequel logement situé à Paris est payé par ses parents, et elle profite finalement, elle et son copain profitent finalement du temps libéré par le confinement pour s'investir dans des activités qu'ils ont rarement le temps de faire avec autant d'investissement. Ils vont faire davantage de musique, de sport et passer du temps ensemble, ce qui leur permet d'expérimenter une vie conjugale un peu à huis clos et de vivre le confinement d'une façon assez sereine. Contrairement au portrait de Seif Kosso, qui lui est un étudiant qui a rompu les liens avec sa famille suite à des situations de violence familiale, qui a connu une trajectoire scolaire et résidentielle heurtée, qui vit dans une résidence universitaire au moment de l'arrivée du premier confinement, et qui lui se retrouve complètement isolé dans son logement et dans ses études. Et on mesure là à quel point l'absence de solidarité privée constitue pour lui, mais aussi pour tous les jeunes qui partagent ces caractéristiques, une difficulté très forte pendant ce premier confinement. Le deuxième groupe qui a été particulièrement impacté par la crise, et ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec les jeunes, puisqu'on voit entre Louise Longeville et Seif Kosso, ce qui les différencie très fortement, c'est leur origine sociale et le statut socio-professionnel de leurs parents. Et on voit donc ici apparaître très nettement l'effet des classes sociales sur la manière d'avoir été impactées par le confinement. Les classes populaires, dans la crise, ont été vraiment dans une tourmente particulièrement forte. Et d'ailleurs, l'écart entre employés, ouvriers et cadres constitue parmi les écarts les plus massifs que l'on peut observer sur la manière de vivre cette crise sanitaire. Pourtant, et je tiens à le dire, lors de la préparation de cette enquête et puis suite à la parution de cet ouvrage, mes collègues et moi-même avons été particulièrement sollicités pour aller présenter ces résultats dans différentes institutions et puis auprès de différents médias. Et il est vrai que, sauf pour les invitations assez générales comme celle-ci, et c'est un vrai plaisir de pouvoir parler un peu de l'ensemble de l'enquête ici, la plupart de ces invitations ont été ciblées. Et nous avons remarqué que la plupart de ces invitations étaient ciblées sur le fait de venir parler des difficultés des jeunes pendant la crise ou alors des difficultés des femmes pendant la crise, qui constituent donc les 2 autres groupes de perdants. Aucune de ces invitations n'était ciblée sur le fait de venir parler des difficultés des classes populaires pendant la crise. Ce que j'interprète, mais peut-être surinterprétais-je peut-être, comme le fait qu'il apparaît quasiment naturel maintenant dans notre société de considérer que les classes populaires sont les plus touchées par les difficultés que la société fait vivre aux individus, qu'en quelque sorte, on parle depuis tellement longtemps des difficultés et des écarts entre classes sociales qu'on en vient quasiment à les naturaliser, en tout cas à les accepter peut-être davantage que les écarts entre hommes et femmes ou que les écarts entre jeunes et les autres générations. Et pourtant, comme pour toutes les crises, la crise sanitaire affecte de plein fouet les classes populaires qui disposaient déjà avant la crise de conditions d'emploi et de conditions de logement plus difficiles que les autres groupes socio-économiques.
L'étude du Conseil d'analyse économique est d'ailleurs particulièrement éclairante sur ce sujet, publiée juste à la fin du premier confinement. L'étude du Conseil d'analyse économique montre que les ménages aisés ont dégagé les 2/3 de l'épargne accumulée pendant le premier confinement, alors même que sur la même période, les plus modestes se sont endettés. Sur le plan de l'emploi, on voit un effet très net du niveau de diplôme des individus en emploi avant le premier confinement sur le fait de se retrouver en cessation d'activité 2 mois plus tard. On voit que les sans diplôme, qui avaient un taux d'emploi de 62% avant le premier confinement, voient ce taux d'emploi chuter à 41%. Alors que pour les Bac+3 ou plus, le taux d'emploi pendant le confinement est de 77% contre 91% en temps ordinaire, ce qui fait qu'en fait, le taux d'emploi des plus diplômés reste plus élevé pendant le premier confinement que le taux d'emploi des sans diplôme en temps ordinaire. Donc, même impactés par la crise, ils n'arrivent pas à atteindre le niveau des moins diplômés en temps ordinaire et même le niveau des diplômés de CAP et BEP qui restent à 68% en temps ordinaire. Pourquoi? Eh bien, avant tout, parce que les taux d'emploi sont impactés par les types de contrats de travail, par les probabilités d'avoir des arrêts de travail, de connaître le chômage, voire l'inactivité, et les moins qualifiés sont plus souvent précaires. C'est ce que permet d'ailleurs de voir une des nouvelles nomenclatures de l'INSEE, qui sont les classes et sous-classes d'emploi, qui est une nomenclature complémentaire au PCS, qui permet d'avoir une vision assez nette de la probabilité de se retrouver en situation de précarité en fonction de son niveau de qualification. Cette nomenclature classe l'ensemble des emplois en 4 niveaux de qualification, d'emplois de niveau supérieur jusqu'aux emplois peu qualifiés. Et ce que vous voyez ici, dans les barres numéro 3, les barres tout en bas, c'est la proportion de personnes précaires, c'est-à-dire dans des contrats à durée limitée, CDD, intérim ou emploi aidé ou autre type de contrat à durée limitée, dans ces classes d'emploi. Donc on voit que la probabilité de se retrouver dans une situation de précarité augmente à mesure que le niveau de qualification de l'emploi diminue, mais qu'elle augmente aussi très fortement à partir du moment où on est dans ce groupe des emplois peu qualifiés. Ce qui explique qu'au moment où arrive la crise, qui est le moins protégé sur le plan d'emploi? Eh bien, les moins qualifiés. Les moins qualifiés sont encore plus impactés dans cette crise qu'ils occupent des emplois moins souvent télétravaillables. Là, ce qui est une spécificité vraiment de la crise sanitaire qui oblige à mettre en arrêt de travail les personnes qui n'ont pas d'emploi télétravaillable. Par conséquent, les moins qualifiés connaissent une perte de revenus plus importante que les autres classes d'âge. Si on se limite aux 60 ans et moins, puisque au-delà de 60 ans, les effets économiques sont plus faibles du fait de la stabilité des pensions de retraite. Donc chez les 60 ans et moins, 47% des ouvriers ont perdu des revenus contre 34% des cadres. Donc les effets sur l'emploi des classes populaires sont par ailleurs amplifiés au niveau du ménage, puisque eh bien, lorsqu'on s'intéresse au niveau du ménage, on voit que les cadres sont plus souvent en couple avec d'autres cadres, ce qui fait que les probabilités de connaître une perte de revenus augmentent si on se retrouve au sein des classes populaires, puisque augmente aussi la probabilité d'être en couple avec quelqu'un qui a le plus de probabilité d'être impacté par la pandémie. Donc au niveau du ménage, du fait de l'homogamie, de la probabilité d'être en couple avec quelqu'un qui partage sa situation socio-professionnelle, les effets socio-économiques sont amplifiés. Autrement dit, en fait, la crise touche des personnes de façon non aléatoire et à partir du moment où elle a une probabilité de toucher quelqu'un dans un ménage, elle a de plus fortes probabilités de toucher également son conjoint, puisque son conjoint partage souvent sa situation professionnelle. Sur le plan du logement, les ménages de classe populaire sont moins protégés par leur statut d'occupation du logement.
Ce graphe que vous voyez peut-être pas très bien présente les parts de propriétaires, de locataires HLM et de locataires du secteur privé selon les groupes de ménages, hein, et on voit que la part de propriétaires, par exemple, est particulièrement faible dans le bas de la hiérarchie sociale, ainsi les ménages composés d'un employé ouvrier ou les ménages d'inactifs, et qu'elle est plus forte chez les ménages les plus dotés. Mais ils vivent également davantage dans des zones où le logement est plus accessible, ce qui permet en fait, et c'est un résultat un peu important, alors qu'on peut considérer qu'il contrebalance en partie les inégalités, hein, mais c'est vrai qu'en accédant à des zones où le logement est moins attractif et donc moins cher, c'est la manière qu'ont les ménages de classe populaire, hein, de faire avec de moindres possibilités de revenus. Et c'est vrai que les conditions de logement, les écarts de conditions de logement se trouvent donc atténués par des localisations, hein, inégalement attractives. Et donc, les ménages de classe populaire, hein, vivent moins souvent dans les zones les plus attractives, notamment dans l'unité urbaine de Paris, qui est la barre rouge que vous voyez ici, qui concerne plutôt le haut de l'échelle sociale et beaucoup moins les ménages de classe populaire. Et que finalement les ménages à dominante ouvrière, par exemple, vont davantage vivre dans le périurbain ou dans les espaces ruraux, ce qui leur permet d'atténuer les difficultés de conditions de logement, et ce qui leur permet finalement de vivre le confinement dans des situations résidentielles moins pénibles que parfois certains ménages qui se retrouvent en zone urbaine dense. Sur le plan du logement, donc, on voit effectivement un écart entre groupes sociaux sur les conditions de travail des enfants pendant le premier confinement. Ici, j'ai voulu représenter le pourcentage de ménages dans lesquels tous les enfants, dans lesquels les parents ont déclaré que tous les enfants disposaient d'une pièce isolée pour effectuer leur travail scolaire pendant le premier confinement, à l'époque où, j'ai peut-être pas besoin de vous le rappeler, mais les établissements scolaires étaient fermés et l'ensemble du travail scolaire devait se faire à domicile. Et bien entendu que la probabilité de pouvoir avoir une pièce isolée ou de fournir une pièce isolée à son enfant pour faire son travail scolaire dépend aussi de l'âge de l'enfant. On peut penser qu'une partie des ménages d'enfants en maternelle ne les faisaient pas travailler dans une pièce isolée, mais, alors qu'ils auraient pu, mais juste parce que l'âge de l'enfant ne s'y prêtait pas. Mais néanmoins, on voit des écarts qui sont à la fois réels, hein, puisque 54% des ménages à dominante cadre disent que leurs enfants disposaient d'une pièce isolée, contre 34% des ménages composés d'un employé ou ouvrier ou d'inactifs. Mais ces écarts restent finalement assez atténués par rapport à ce que l'on peut observer sur plein d'autres domaines, du fait que les ménages du bas de l'échelle sociale vivent davantage dans des espaces ruraux, dans des espaces périurbains, où ils peuvent accéder à des mètres carrés et à des pièces à un coût moindre que les ménages qui vivent dans l'unité urbaine de Paris ou dans de très grandes agglomérations. Néanmoins, sur le plan du logement et des contraintes budgétaires du logement, il faut noter que les classes populaires sont particulièrement impactées d'un point de vue économique. On voit ici que les ménages qui avaient déjà de grandes difficultés, qui avaient déjà connu des difficultés à payer leur logement, sont les mêmes qui sont de nouveau impactés par la crainte d'avoir des difficultés à payer leur logement, si bien que près de la moitié des ménages à dominante ouvrière sont concernés par des difficultés de paiement de leur logement pendant la crise. Les portraits permettent d'identifier les ressources qui protègent au sein des classes populaires, et on peut identifier plusieurs ressources qui protègent les classes populaires. Alors d'abord, l'union conjugale et la biactivité, le fait d'être en couple protège de la crise, l'ancrage local,
la stabilisation de la trajectoire professionnelle, le fait d'avoir une bonne place et qu'on s'assure d'avoir un retour d'emploi possible, et la possibilité de pouvoir activer ce qu'en sociologue on appelle des dispositions sociales qui permettent de travailler, d'apparaître comme des stratégies de résistance, en rabattre, accepter des arrangements, renoncer à certains plaisirs à court terme. Alors que d'autres ménages sont, eux, déstabilisés à la fois sur le plan conjugal, professionnel et résidentiel. Alors, je suis un petit peu longue, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu pour parler des femmes qui ont, elles aussi, été en première ligne dans les logements et pas seulement dans les emplois. Alors, on a beaucoup parlé des femmes en première ligne sur le plan du travail. Elles l'ont aussi été dans les logements et c'est ce que permet de révéler l'enquête. Pour les jeunes et les classes populaires, il est vrai qu'on était dans une situation où les inégalités étaient déjà en train de se creuser au moment où arrive la crise sanitaire, le premier confinement, alors que pour les femmes, les écarts entre femmes et hommes, la situation est différente, puisque au moment où arrive la crise, on était dans une situation où les inégalités salariales et les inégalités d'investissement dans le travail domestique étaient dans une tendance lente, on peut discuter de cette lenteur, mais dans une tendance néanmoins vers la réduction. Ce que va faire la crise, c'est qu'elle va inverser la tendance, que ce soit en termes de rapport à l'emploi ou que ce soit en termes d'investissement dans le travail domestique. On va trouver un effet beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes. Sur le plan de l'emploi, d'abord, 35% des femmes en emploi déclarent arrêter de travailler 2 mois plus tard contre 26% des hommes, ce qui s'explique que peu par leur contrat de travail. Et c'est intéressant parce que toutes les autres explications d'arrêt d'emploi s'expliquent surtout par le contrat de travail. Ici, ça s'explique par le fait que les femmes sont les premières à s'être arrêtées pour s'occuper des enfants suite à la fermeture des crèches et des établissements scolaires. Sur le plan de l'emploi et du logement, un peu entre les deux, on voit que, et c'est un résultat assez fort de l'enquête quantitative, que les femmes qui télétravaillent l'ont fait dans des conditions beaucoup moins protégées que les hommes. Ça, c'est un résultat qui a été pas mal diffusé sur notre enquête et qui est un résultat assez fort d'essayer de regarder dans quelles conditions femmes et hommes ont télétravaillé pendant le premier confinement. On a donné 3 possibilités de réponse. En soit on télétravaillait dans une pièce partagée, type salon-cuisine, soit dans une pièce non dédiée au travail, mais où on peut s'isoler, donc une sorte d'arrangement produit pendant le confinement pour créer des conditions de travail acceptables, ou soit dans une pièce dédiée au travail où on peut s'isoler, une sorte de pièce bureau préexistante. Et on voit sur ce graphe, d'abord les types de pièces dont disposaient les hommes et les femmes cadres, et ensuite les hommes et les femmes de profession intermédiaire. Je n'ai pas mis les autres groupes sociaux, puisque le télétravail est trop rare dans les autres groupes sociaux. Mais on voit qu'à groupes socio-professionnels équivalents, les femmes ont une probabilité d'avoir une pièce bureau ou même un espace créé pour le travail pendant le premier confinement beaucoup plus faible que les hommes, ce qui fait que pour tous les groupes socio-professionnels, la situation modale, c'est de travailler dans une pièce partagée pendant le premier confinement. Elles ont aussi été particulièrement impactées en termes de conditions de vie, puisque les femmes ont été davantage confinées, donc d'abord avec des enfants mineurs, davantage que les hommes, ce qui est un écart qui s'explique par le fait qu'elles sont souvent celles qui sont en charge seules d'enfants, plus souvent que les hommes, et elles ont davantage été mobilisées pour prendre soin des enfants. Et on observe ici que si on demande aux enquêtés, est-ce qu'il y a une période de la journée qui pour vous est difficile à vivre, en donnant plusieurs possibilités de réponse, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit ou alors jamais. Si on regarde dans le côté pour vous gauche du graphe, on voit que chez les couples sans enfants, il n'y a pas d'écart entre les deux barres, donc il n'y a pas d'écart entre les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes, quand ils n'avaient pas d'enfants, ont vécu le confinement d'une façon à peu près aussi pénible les uns que les autres. Mais si on regarde de l'autre côté du graphe, chez les couples avec enfants, là on voit que les femmes, qui correspondent aux barres roses, surdéclarent toutes les périodes de la journée, et donc sous-déclarent le fait d'en déclarer aucune, jamais,
Et particulièrement surdéclare le fait de trouver que le matin, le midi et l'après-midi sont des périodes pénibles à vivre pendant le premier confinement, ce qui s'explique par le fait qu'elle devait gérer davantage les enfants. Ces situations, on les explique dans les portraits sociologiques, et j'aurai malheureusement pas le temps de le développer ici, par une sorte de continuité des arrangements conjugaux qui vont prendre leur pleine ampleur au moment où on est enfermé à domicile et où le volume de travail domestique et parental explose. Et pour conclure, et après, qu'est-ce qu'on fait? Comment réparer les dégâts inégaux causés par la crise? Comment rattraper des trajectoires qui ont été heurtées par cette crise, heurtées non pas simplement de façon temporaire, mais parfois de façon durable? Quelle politique mettre en place pour prendre en compte ces effets structurels de la crise sur les trajectoires? Comment agir sur les conséquences de la crise sur les jeunes et particulièrement ou en tout cas aussi sur les étudiants dont la situation s'est dégradée avec l'année 2020-2021. Et j'ai mis ici une référence à l'enquête qui vient juste de sortir de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, qui montre que l'année 2020-2021 a constitué une année particulièrement pénible pour les étudiants. Et enfin, quel garde-fou peut-on mettre en place pour évaluer les effets de cette crise à court et à long terme sur les carrières entre femmes et hommes? Je pense aux concours, mais je pense aussi aux évolutions de carrière qui peuvent être impactées par le fait que pendant une certaine période, hommes et femmes n'ont pas eu les mêmes conditions de travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Non, vous avez respecté le temps, c'est parfait. On a reçu de nombreuses questions, je vais essayer de les regrouper. Peut-être commencer d'ailleurs par un des derniers points de votre conclusion. Vous avez évoqué les étudiants à 2 reprises, un moment pour dire qu'ils avaient été plutôt protégés dans la première phase, et puis dans la deuxième phase, là, vous nous montrez qu'effectivement, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que dans une première phase, ils ont été plus protégés que les étudiants en emploi ou sans emploi, et qu'ensuite, finalement, la crise se développant, eh bien, ils ont été les victimes aussi de cette crise. Ça fonctionne, oui. Alors, il est vrai que pendant le premier confinement, les jeunes, les étudiants se sont particulièrement reportés sur les solidarités familiales et ils sont les plus nombreux à avoir rejoint des parents, des amis pour rompre l'isolement pendant cette période, ce qui n'était quasiment plus possible ou plus difficilement possible pendant l'année scolaire 2020-2021, puisqu'ils étaient dans une sorte d'ordinaire dégradé avec parfois des cours, quelque chose qui se prolonge et qui les ont renvoyés finalement dans une sorte d'entre-deux. Et puis c'est la prolongation des difficultés qui, sur le long terme, vont particulièrement impacter aussi ces jeunes. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas impacter les autres tranches d'âge, mais on pense notamment aux autonomes qui ont vu leur CDI se mettre en pause, mais qu'ils ont repris. On peut penser que pour eux, la situation a été pénible sur le court terme, mais que sur le long terme, ils ont pu rattraper un petit peu ça. En restant justement sur les populations et les tranches d'âge, est-ce que dans votre étude, vous avez une caractéristique pour les adolescents, finalement pour les années collège-lycée? Comment ont-ils vécu et sur les analyses familiales, qu'est-ce que ça donne par rapport à vos résultats? Malheureusement, ce n'était pas un angle d'attaque qu'on avait à la fois du point de vue quantitatif, puisque pour des questions légales, c'est vrai que les échantillons sont constitués chez les 18 ans et plus. Et dans les ménages, on a interrogé tellement plein d'axes que j'essaie de réfléchir en même temps, mais c'est vrai que on interrogeait plus la manière dont les parents interagissaient avec leurs adolescents. Alors, je pense qu'un des éléments qui revenait et qui fait écho à ce qu'on observait chez les jeunes, c'est en fait la capacité à pouvoir activer des dispositions ascétiques ou en tout cas temporelles un peu sur le plus long terme.
pendant ce premier confinement qui va largement creuser les écarts. Et peut-être qu'une manière de répondre, c'est aussi en utilisant un des portraits, celui de notre jeune de 18 ans. Donc voilà, on va aller chez la plus jeune, dont j'ai oublié le nom, mais qui est encore lycéenne en terminale. Et elle va être donc elle vit dans une cité HLM, dans un logement surpeuplé. Mais en temps ordinaire, c'est plutôt une bonne élève. Elle est en terminale économique et sociale, puisque c'était la dernière année où il y avait encore ces séries. Et d'ordinaire, elle a l'habitude de travailler systématiquement à l'extérieur de chez elle, puisque son logement étant surpeuplé, elle partage sa chambre avec un petit frère de 3 ans, et elle travaille dans un centre social ou dans la bibliothèque. Et à ces endroits-là, elle sait activer des dispositions au travail. Elle sait se mettre au travail. À la maison, elle ne sait pas le faire. Ce qui fait qu'elle se retrouve donc à la fois à avoir la charge d'une partie de sa famille pendant ce premier confinement, parce que sa mère est infirmière, donc sa mère continue à travailler, elle s'occupe de son petit frère. Et en plus, elle s'en veut énormément, puisqu'elle n'arrive pas du tout à se connecter, à travailler dans les cours, etc., puisqu'elle ne sait pas activer des dispositions au travail, des dispositions ascétiques, des dispositions temporelles à domicile, comme elle sait le faire dans d'autres lieux. Donc c'est vrai qu'en sociologie, on parle aussi de contextes qui peuvent permettre d'activer des dispositions, et là, on en trouve un exemple assez frappant. Tout à fait. Si je reste sur les populations et sur, du coup, vous parliez du coup de la place de la famille aussi, et du couple, voilà, la notion de couple. Vous nous avez expliqué qu'il y avait une continuité des arrangements conjugaux. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que vous mettez sociologiquement derrière cette explication ? Oui, ça va me permettre de développer ce que j'ai pas forcément eu l'occasion de développer. En fait, c'est ce que l'on observe principalement dans les ménages parentaux où les écarts d'investissement dans le travail domestique et parental vont devenir massifs pendant le premier confinement, alors même qu'en temps ordinaire, en tout cas, ils sont acceptés ou ils se disent relativement égalitaires. Et on peut prendre l'exemple ici d'un couple extrêmement homogame, puisqu'il s'agit de 2 professeurs des écoles qui sont en temps ordinaire tous les 2 investis dans le suivi de leurs enfants en bas âge. Donc je crois qu'il y en a un qui doit être en CP et l'autre est en maternelle. Ils vont les porter aux activités, ils s'arrangent avec leurs emplois du temps, mais ils sont inégalement investis dans leur carrière. L'homme espère un jour quitter le métier de professeur des écoles pour devenir ébéniste, et il a une sorte de petit atelier sur le balcon qu'il investit à temps perdu. Alors que la femme est beaucoup plus sérieuse dans son investissement professionnel. En tout cas, elle se présente comme ça. Et c'est elle qui a toujours fait le suivi scolaire des enfants. Et donc, pendant le premier confinement, eh bien, elle va continuer à prendre en charge tout le suivi scolaire des enfants. Et puis, lui va profiter de ce temps pour s'investir sur son activité parallèle. Et investir particulièrement sa menuiserie. Ce qui fait que tout en continuant une sorte d'arrangement qui existait avant, elle fait les devoirs, lui construit des meubles, eh bien, ça crée des écarts qui deviennent extrêmement massifs, ce qui vient qu'elle dit, en fait, mes cours, j'ai pas du tout le temps de les préparer. Et elle s'épuise complètement à s'occuper de ses enfants toute la journée, à faire les devoirs, et puis à faire son travail de professeur des écoles dans la nuit jusqu'à 1h ou 2h du matin, alors que lui continue à construire ses meubles à côté. Donc on voit en fait la continuité d'arrangements conjugaux qui étaient acceptés en temps ordinaire et qui deviennent difficiles. On en voit plusieurs autres exemples de ce type. Si on reste sur ce couple-là, il y a une question, est-ce qu'ils sont appauvris pendant la crise, les enseignants? Non, parce que en fait, c'est vrai que d'un point de vue économique, les fonctionnaires font partie des groupes qui ont vu leur salaire préservé pendant le premier confinement. Par contre, les enseignants ont trouvé assez difficile cette période d'un point de vue. On a 2 exemples dans l'ouvrage. On a une enseignante qui est en non titulaire, qui est en première année d'enseignement et qui fait partie des jeunes qu'on suit,
qui, elle, vit assez difficilement d'un point de vue professionnel, hein, son passage au télétravail, etc. Aussi parce qu'elle vit extrêmement difficilement, elle, le regard des parents sur son travail qu'elle arrivait à mettre de côté lorsqu'elle était toute seule avec les enfants. Et puis on a ce couple d'enseignants. Donc en fait, d'un point de vue des conditions de travail, il y a un effet qui est massif. Du point de vue économique, il faut dire que comme tous les fonctionnaires, les enseignants titulaires étaient préservés. Il y aura beaucoup encore d'autres questions, hein, sur les populations, mais on va renvoyer à votre livre. Voilà. Par contre, sur les questions de territoire, il y a aussi quelques questions. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention, hein, la différence entre le rural et l'urbain, et le fait que vous avez présenté un peu, d'une certaine manière, que finalement, pour les classes populaires, le rural avait peut-être protégé. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez dire un mot sur cet aspect-là, pour compléter. Oui, c'est vrai que, en fait, un élément qui a pu changer, c'est peut-être que la hiérarchie des territoires a été en partie, pendant ce premier confinement, en tout cas, a perdu de sa force, hein, puisque autant vivre à Paris est un temps ordinaire une ressource, autant ce ne l'était plus pendant ce premier confinement. Et on voit un effet sur les pénibilités ressenties, hein, que je n'ai pas forcément détaillé ici, mais en région parisienne, c'est là où les pénibilités ressenties ont été les plus fortes chez tous les groupes sociaux par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'en temps ordinaire, les ménages populaires ont des temps de transport plus importants, payent par une partie d'un moindre équipement, d'un accès plus difficile à certains services, leur localisation moins attractive. Mais pendant cette période, ils ont quasiment autant que les autres pu bénéficier de jardins et de mètres carrés qui, pour les classes populaires du périurbain et du rural, ont pu les préserver. Alors, ce qui veut en retour, hein, les classes populaires urbaines, qui ne forment qu'une partie des classes populaires, ont, elles, été particulièrement impactées puisqu'elles cumulaient la difficulté d'avoir des logements accessibles et puis des conditions de vie difficiles. Ouais. Et puis une dernière question, nous on est très sensibles à cette question-là aussi. Alors on comprend bien que votre étude a été sur le territoire hexagonal, mais est-ce que vous avez quelques données sur les territoires ultramarins ? Est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'on peut dire que ça va dans le même sens que ce que vous observez sur l'Hexagone ? Malheureusement, on n'a ni du point de vue quantitatif ni du point de vue qualitatif de données sur ça et c'est vrai que je n'oserais pas m'avancer. Ok, très bien. On renverra à d'autres types d'études. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver, alors évidemment, en ligne, les ouvrages de Joanny. Et puis... Après le déjeuner et le café, vers 13h30, il y a un stand de librairie qui est tenu par une petite librairie indépendante qui s'appelle Les Jolis Mots. Et vous pourrez retrouver Joanny et certains de ses ouvrages, en particulier, alors un ouvrage un peu plus ancien, celui-là, mais sur l'école qui classe. Voilà, donc vous pourrez rencontrer et acheter les livres voilà, et les faire dédicacer. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous restez avec nous.